Dr. Mercedes, pour cette brillante intervention. Moi, j'avais une question à vous poser, enfin, une réflexion. En vous écoutant, je pensais à ce qui se passe dans de nombreuses institutions médico-sociales, et notamment ce qu'on appelle l'ennui, quelquefois. L'ennui, les gens s'ennuient, quelquefois, et ne trouvent pas de sens dans leur institution, ils peuvent faire. Hier est pareil qu'aujourd'hui, aujourd'hui pareil que demain. Alors je me souviens de ce que disait Guy Oslos, notamment parce qu'il y a beaucoup de travailleurs sociaux, psychologues et autres qui font des formations, et généralement les employeurs, une fois que les formations du personnel est réalisée, on oublie, c'est-à-dire qu'on leur demande de ranger au placard ce qu'ils ont appris. Ce qui fait que dans l'équipe interdisciplinaire, tous ces gens qui ont une valeur intrinsèque de ce qu'ils ont appris à l'extérieur, souvent à l'intérieur même de l'établissement, ne sont pas mis en valeur. Alors Guy Oslos avait cette réflexion, c'est que lui, dans son établissement, régulièrement, tous les 4 ou 6 mois, fait ce qu'on appelle une révision institutionnelle. C'est-à-dire qu'il oblige, demande au personnel de dire, de raconter un peu ce qu'ils ont appris dans leur formation, ce qui va permettre d'alimenter, de donner de la vie à l'institution, pour permettre justement de ne pas tomber dans une burn-out, parce qu'il y a un enrichissement à la fois personnel et pour les autres, ce qui fait qu'il y a de la vie pour l'institution. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Ce que je vais vous raconter, c'est sur base de l'expérience que nous développons dans l'Institut. Je ne dis pas que c'est la vérité. À vous de voir. Quand on est tapé dans des entreprises avec ce genre de problématique d'essoufflement, finalement, c'est ce qu'on fait. On met en place une culture qui passe par des groupes, par former les gens à s'auto-organiser régulièrement pour mettre à plat ces compétences, ces nouvelles compétences, et en même temps pour les confronter aux difficultés qu'ils rencontrent. Ils deviennent alors des experts de leur propre organisation. Mais pour que ça marche, il y a une question essentielle qui doit être remplie. C'est qu'il y a un canal de communication entre la tête et la masse. Et que la tête s'engage, et là on les fait s'engager sur des chartes. On travaille d'abord avec l'exécutif, la direction. Ils s'engagent d'une part à écouter, à être partie prenante et à revenir vers la base avec des propositions. Et là, à ce moment-là, on approche ce qu'on appelle le changement de niveau 2. On est proche de la mutation. Bien sûr, il faut aussi travailler en amont la stratégie pour atteindre, pour sensibiliser la tête. Et là, c'est un travail de comment vendre une savonnette ou une voiture à quelqu'un qui veut acheter une bagnole. Pour cela, à nouveau, circularité. Qu'est-ce que je pense qu'il pense en termes d'intérêt de m'écouter? C'est parfois des préoccupations humanistes. Vous avez des dirigeants qui sont, des directeurs qui sont extrêmement sensibles et porteurs de leur projet, des gens courageux. Vous en avez qui se disent « Ah, c'est une opportunité, ah, c'est peut-être moins d'ennui, ça va peut-être me simplifier la vie », ou bien ça va peut-être enrayer les départs précipités que je vois depuis, ou l'absentéisme, ou les maladies. Ça va peut-être me faire un nom dans la communauté des directeurs d'institutions, ou bien ça va peut-être m'éviter d'avoir un deuxième suicide dans mon institution. Et pour ça, il faut comprendre. Et c'est tout un travail que l'on fait alors à partir de la demande, de mettre en place cette culture. Finalement, c'est une culture d'autonomie. Et on met alors sa connaissance et son expertise au service du groupe. Le lien. Écoutez, je passe la parole maintenant au public qui, je pense, a de nombreuses questions à vous poser. Bonjour, je m'appelle Fabienne Leclerc, je travaille en CPS, je suis directrice des services sociaux. J'ai beaucoup apprécié votre intervention parce que, je veux dire, ce sont des choses qu'on vit, à mon sens, beaucoup dans les CPS.
où il y a quand même de nombreux travailleurs sociaux. Il y a aussi les équipes médicales, je pense que les entrepôts. Et alors j'apprécie beaucoup la question de monsieur, dans laquelle je me reconnais assez bien, c'est-à-dire que je suis moi évidemment en tant que directrice entre le marteau et l'enclume, on va dire. Donc avec des équipes qui sont parfois en souffrance, avec des gens qui ont eu des problématiques de burn-out. Et cette difficulté, j'aime bien aussi votre condition, c'est en tout cas pour la hiérarchie, et je pense notamment à la hiérarchie au-dessus de moi, c'est de pouvoir faire en sorte qu'elle soit à l'écoute quand même et qu'il y ait une communication. Et pour l'instant, je trouve que la communication, en tout cas, elle s'effiloche de plus en plus. Et je ressens très fort ce que vous avez dit. Je pense que j'ai développé pas mal d'outils. Je me suis formée à Paris à la sociologie clinique, à la PNL et au développement du pouvoir d'agir. J'en parle beaucoup à l'extérieur, je fais des interventions et à l'intérieur, c'est très difficile de mettre en place, pas toujours avec les travailleurs sociaux, mais à faire comprendre justement ces changements de mutation. Et je rêve en tout cas d'un management durable dont vous avez parlé. Je suis un petit peu comment je veux dire, je demande, enfin je sais qu'il y a beaucoup de monde ici, mais on se confie aussi, je pense, dans ce genre d'intervention, c'est que je suis un peu entre l'idée de me dire, enfin je sais que j'ai 57 ans, donc j'ai fait pas mal d'années dans ma carrière, mais est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que je travaille à rester dans cette institution pour finalement, comment je vais chercher à l'améliorer, ou est-ce que je vais voir vers d'autres cieux, parce que je suis aussi formatrice par ailleurs, et donc j'ai des bouffées d'oxygène, mais je sens aussi que je m'essouffle. Donc voilà, je voulais... Qu'est-ce qu'on fait par rapport à une hiérarchie qui n'écoute pas, avec un monde politique qui change tout le temps, on vient de vivre des élections en Belgique, je vais avoir un nouveau président, j'espère que ça se passera bien, mais c'est pas sûr, et tout est à refaire à chaque fois. Alors il y a plusieurs choses, j'imagine, dans votre discours. Il y a d'abord une question sous-jacente que je peux me tromper, vous corriger, une question que vous posez sur le sens. Est-ce que ça a encore du sens pour moi? Bon. Il y a une autre question qui est comment arriver à mes fins en faisant moins de la même chose, en essayant de m'économiser. Vous avez une longue expérience du contact avec le milieu politique et de la vie des institutions. Il y a probablement des choses dans vos approches qui ont marché, d'autres qui ont moins marché, et d'autres qui ne marchent plus. Parce que le profil du politicien a changé, parce que les conditions financières ont changé. Si je peux vous proposer une suggestion, c'est de réfléchir à faire intervenir avec vous un coach, mais pas des psychologues, excusez-moi, un coach qui a travaillé en entreprise, qui connaît la complexité des entreprises, qui sait ce que c'est qu'un conseil d'administration, qui sait ce que c'est que la résistance au changement, et un coach qui, lui, a la connaissance de la systémique. Qu'est-ce qu'on fait en général quand on veut mettre en place un changement? On entre dans la symétrie avec le système. On est persuadé qu'on a raison, et on va s'épuiser à prouver qu'on a raison. On va multiplier les contacts. Et plus on va avoir pour deux poids, plus on va s'enrager. Et plus on frise le burn-out. L'idée, c'est de commencer à comprendre la tactique qui consiste à faire moins de la même chose, un peu différemment et de façon plus efficace. Le changement dans les systèmes, ça vous connaissez, il vient souvent de la périphérie. Mais si vous essayez de convaincre, je dirais, le noyau dur, vous n'y arriverez jamais. Vous allez mourir avant. Einstein disait, c'est plus compliqué de faire changer quelqu'un à propos d'une croyance, d'un a priori, que de fractionner un atome. Donc il faut changer de paradigme. Votre paradigme a bien marché précédemment, il ne marche plus. Donc il faut changer de grille de lecture de la situation. Et pour ça, il faut se faire aider. Il y a des spécialistes. Et ça ne coûte pas cher, ça ne va pas vous prendre toute la vie. Et coach travaille avec des objectifs et des critères de résultat. Ce n'est pas une psychothérapie qui commence à un moment donné, on ne sait pas quand elle finit. Faites-vous aider. Le lien. Pour sortir du burn-out, de l'institution, de soi-même, il faut créer du lien. Ne restez jamais seul. Dès que vous sentez de l'épuisement, créez du lien. Déjà, ceci, c'est un lien fantastique, n'est-ce pas?
Alors moi j'avais une autre question, je vous ai entendu au tout début de votre propos, vous avez dit l'expression réussir son burn-out. Alors au début j'ai cru à un lapsus. Je me suis dit réussir son burn-out. Bon, à la fin de votre propos, effectivement, vous l'avez repris cette expression, je pense l'avoir mieux comprise, mais est-ce que vous pouvez un petit peu la détailler? Quand on voit les personnes en burn-out en consultation, notre système de fonctionnement en consultation, c'est le suivant. D'abord, il y a un contact et une prise en charge par un psychiatre pour évaluer, et notamment préparer un dossier dans le cas de critique des assurances, des médecins conseils, des médecins contrôle, etc. On fait un examen de base. On quantifie. Et puis ensuite, on travaille avec le médecin généraliste, qui pour moi est le chef d'orchestre, parce qu'il connaît le mieux son patient, etc., etc. On remet les gens à flot. Et à travers une psychothérapie. Souvent, la psychothérapie, elle sera comportementale, parce qu'il y a urgence. Ce n'est pas le moment de commencer une psychanalyse. Je suis désolé, je blesse peut-être certaines personnes. Mais l'urgence, c'est garder son emploi. Donc, je dois travailler le comment. Le pourquoi sera peut-être éventuellement plus tard, si les gens ont envie. Et puis après, on travaille avec les coachs, qui sont tous des gens qui sont sortis du monde de l'entreprise, qui ont été membres de comités de direction, nationaux ou internationaux, qui ont été dans la grande distribution, qui sont d'anciens avocats, médecins, etc. Et en fonction du secteur d'activité de la personne, on va choisir un coach qui connaît le langage. En plus, il faut que ça fitte, évidemment. À partir de là, les gens commencent à prendre distance. Ils apprennent à éduquer leur esprit. L'esprit, je leur dis, c'est quelque chose que l'on éduque, c'est un muscle. Il faut arrêter dans votre grandeur d'âme et votre enthousiasme, qui a fait de vous des gens excessivement experts, mais qui en même temps vous a tiré une balle dans le pied, il faut arrêter de mordre à l'hameçon. Chaque fois qu'il y a un challenge, chaque fois qu'il y a une remarque, clac, on le prend. Pourquoi? Parce qu'on est fort, parce qu'on est enthousiaste, parce que, etc. Donc c'est la capacité de prendre distance. C'est un peu tout le travail qu'on fait grâce à la sophrologie en un deuxième temps et le mindfulness. Éduquer son esprit. Ce qui permet à un moment donné à ces personnes de redécouvrir les bases de la vie, être bien avec soi-même, être bien avec la famille, avec les amis, avec son idéal, avec ses priorités, etc. Et c'est là où on entre dans le changement de deuxième ordre. Et ils reviennent en disant, non, depuis, je prends du plaisir à accompagner mon gamin qui ne comprend rien en maths. Maintenant, j'ai une priorité. Je termine à 5 heures, 3 fois par semaine, parce qu'il y a 5 qui sont importants. Et on leur apprend, grâce aux techniques cognitivo-comportementalistes, entre autres, à dire non, à mettre les limites, à gérer cette culpabilité parce qu'on n'est pas toujours parfait, etc. Et le coach va les aider à se repositionner au niveau professionnel. Comment je vais annoncer ça à mon chef? Comment je vais gérer la résistance au changement? Quels sont les outils managériaux ou les outils techniques dont j'ai besoin dans ma profession pour continuer ou pour rester, pour améliorer en qualité? Est-ce que j'ai besoin éventuellement d'apprendre une troisième langue? Je dois refaire mon CV, etc., etc. Ils partent avec un plan d'action. Et c'est le patient, le client, qui va faire la synthèse de tout ça dans sa tête. Et à un moment donné, ils reviennent en vous disant, j'ai eu le courage de quitter. J'ai eu le courage de revenir et maintenant j'ai mis un cadre. J'ai retrouvé la saveur de la vie, j'ai retrouvé du sens. Et c'est là où il vous dit, j'ai réussi mon truc. C'est un processus constant, c'est un positionnement dans la vie, c'est une culture de la cohérence, une exigence, une fois qu'on est passé dans le burn-out, c'est une attention de tous les instants, c'est de préserver cette cohérence et cette solidité intérieure. C'est de l'ordre de la morale. Je ne fais pas à l'autre ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse à moi-même. Il y a des gens qui entament des réflexions de type spirituel, métaphysique presque. Chacun suivant ses envies et possibilités. Merci. Bien, nous allons faire la pause.